bienvenue à ce Midi Inspirant. Je m'appelle Julie Pigeon, je suis directrice à l'association EdTech. EdTech, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, c'est une organisation qui regroupe des entrepreneurs et des OBNL aussi qui œuvrent en technologie éducative numérique. Si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur notre site web au edtech.ca à la section des membres et vous pourrez aller jeter un œil sur notre très bel écosystème. J'en profite aussi pour vous dire de nous suivre si vous êtes intéressé par tout ce qui est numérique éducatif sur nos médias. D'ailleurs, juste derrière moi, il y a le petit compteur Facebook. Alors, c'est en direct si ça vous tente d'aller sur notre page et aller aimer notre page Facebook, la page de l'association EdTech. Vous allez voir votre j'aime s'afficher. Et je vous parle également rapidement de notre gazette EdTech. Donc, à raison d'une fois par mois, on vous envoie une petite infolette sous forme d'un petit journal ludique dans lequel on vous parle de notre écosystème, de nos membres, de nouvelles en pédagogie, en numérique. Donc, c'est très intéressant. Alors, ça aussi, sur la page d'accueil du edtech.ca, vous pouvez vous abonner. Donc, on a aussi un petit sondage, qu'on va vous transmettre aujourd'hui sur le webinaire de ce midi. On vous invite d'ailleurs à y répondre, à nous donner votre avis. Ça nous permet d'affiner nos contenus puis de bien répondre aux intérêts. Donc, sans plus tarder, j'amorce avec la rencontre d'aujourd'hui. On a décidé, à l'approche des fêtes, de vous parler du jeu vidéo parce que, bien sûr, c'est très amusant, ça fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes, mais aussi, ce sont des outils qui ont un potentiel incroyable lorsqu'ils sont utilisés justement comme outils pédagogiques. Mais qu'est-ce qui fait un bon jeu éducatif? Comment choisir le bon jeu? C'est nos invités d'aujourd'hui qui vont pouvoir répondre à ces questions. Alors, je vous présente sans plus tarder Avery Rudd, qui est professeur au Collège Vanier, où il enseigne l'innovation et la créativité. Il est également expert en création de jeux sérieux et de solutions de gamification pour des organisations de toutes sortes chez Affordance Studio. Et dans une époque pas si lointaine, il était également trésorier chez EdTech. Donc, bonjour Avery, merci beaucoup d'être là. Bonjour tout le monde. On accueille également François Boucher-Jeunesse, qui est président de l'entreprise de jeux éducatifs Ululab. L'entreprise à l'origine de Slice Fraction et de Mapmakers. D'ailleurs, François va nous en parler un petit peu plus longuement. Il y a eu des études universitaires qui ont été faites à propos de ces jeux. Et on a trouvé que les jeux augmentaient considérablement la rétention et la vitesse d'apprentissage des fractions, ce qui n'est pas rien. Et je en profite pour vous dire aussi que ces jeux sont offerts gratuitement aux écoles, donc ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup d'être là, François. Et sans plus tarder, je te cède la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ce qu'on pensait faire aussi, on s'en parlait un peu avant le début de la réunion, mais comme n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, puis même carrément comme d'arrêter la présentation. Là, je pense que Julie va regarder le chat, puis si vous avez des questions comme pertinentes pour ce moment-là, va m'interrompre. Puis c'est ça, il y a une partie de la présentation aujourd'hui. Je vais commencer de mon côté avec plutôt comment choisir un peu décrire c'est quoi l'état de la situation, les différents types de jeux vidéo qui existent, éducatifs qui existent. Et par la suite, Avery va parler de son côté aussi. Donc, je pense que j'ai une slide là-dessus. Donc, moi, de mon côté, donc un exemple de jeu vidéo éducatif que j'aime bien, un peu démystifier jeux vidéo éducatifs et ludification. Je vais parler brièvement des résultats de recherche et Avery va vous parler de comment concevoir un jeu sérieux aussi. Donc ça, je pense que ça va prendre comme 20, 25, à la limite une demi-heure, mais par la suite, on veut se réserver un gros moment aussi pour les questions. Si vous voulez parler de jeux sérieux que vous connaissez, vous voulez qu'on en parle, vous voulez qu'on les classifie un peu selon ce que je vais parler de mon côté, on pourra faire ça à ce moment-là. Le but, c'est d'avoir vraiment une discussion plus. Alors, je commence en vous parlant d'un exemple de jeu que je crois que tout le monde va être familier avec ce jeu-là, qui est, je considère, un excellent jeu éducatif. C'est des fois un peu surprenant, mais ça va être tout simplement de parler de Mario Bros. Parce que la plupart des gens le connaissent, mais personnellement, je pense que c'est un excellent jeu éducatif et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je reviens là, comme il y a vraiment longtemps, le premier Mario Bros. Je ne connais pas du tout l'objectif du jeu. Tout ce que je sais, c'est que quand je me déplace vers la droite,
l'écran semble avancer. Quand je vais vers la gauche, l'écran ne recule pas. Donc, je peux déduire un peu. Je vais poser une hypothèse. L'objectif du jeu, ça va être d'aller vers la droite. On va valider ça un peu plus tard. Par la suite, je vois qu'il y a des blocs. J'essaie de sauter sur un bloc de briques. Ça ne fait rien, mais j'ai vu qu'il y avait un petit feedback. Je vais poser l'hypothèse. Peut-être que ça va faire quelque chose si je saute, mais sur un bloc avec un point d'interrogation. Je le fais. Je me rends compte qu'il y a un champignon qui sort. C'est quoi un champignon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est positif? C'est un ennemi? J'en ai aucune idée. J'ai posé l'hypothèse que c'est bon pour moi, mais je ne suis pas sûr. OK, j'ai grossi. C'est probablement une bonne chose. Donc, en gros, c'est tout le long que je joue, je pose des hypothèses et j'essaie de comprendre non seulement l'objectif, mais les règles du jeu aussi. Et là, par la suite, je me rends compte que quand je suis gros, je peux détruire les blocs. Et donc, j'apprends les règles au fur et à mesure que je vais jouer, en fait. Et quand on y pense, c'est un type de situation d'apprentissage qui est idéal. Donc, j'ai été engagé, je fais des apprentissages à mon propre rythme, ce qui est quelque chose qu'on veut voir souvent. J'ai résolu des problèmes, mais en posant des hypothèses. Donc, c'était pas toujours clair pour moi. C'était quoi même, par exemple, est-ce qu'un champignon, c'est bon ou mauvais? Peut-être que je ne le saurais pas avant comme 2-3 minutes. Mais je vais avoir une rétroaction assez rapide quand même. Donc, on parle, souvent, on va avoir réponse à nos questions comme dans l'heure. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est un excellent jeu pour comprendre un système aussi. Et il n'y a pas tout le temps une seule solution au problème. Il peut y avoir plusieurs solutions pour arriver à résoudre les puzzles. Et donc, quand on y pense, Mario, c'est un excellent jeu pour apprendre les règles de Mario, en particulier, Mario Bros. C'est pas tout à fait pertinent dans le cadre d'un sujet scolaire, mais ce qu'on va voir souvent quand on parle de jeux vidéo éducatifs, c'est qu'on va se servir de règles de ce type-là, mais on va rajouter par-dessus un beau questionnaire à choix de réponse, et là, boum, on a un jeu vidéo éducatif. Et évidemment, en le mettant là, je le mets un peu extrême, là, mais c'est ce qu'on voit souvent dans le marché. Je montre l'exemple ici de Prodigy qui prend exactement cette approche-là, c'est-à-dire on a un jeu complet, un RPG qui est super bien fait, mais on va rajouter des questions à choix de réponse quand on va vouloir attaquer un ennemi, par exemple. Si on réussit bien la question, ben, l'attaque va réussir. Si on ne réussit pas, l'attaque ne marchera pas. Et donc, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'il y a une approche qui est meilleure qu'une autre. Mon but, c'est vraiment de démystifier différents types de jeux sérieux qui existent. Cette approche-là que je viens de parler, on appelle ça souvent dans l'industrie, ça s'appelle souvent le brocoli recouvert de chocolat. Donc, évidemment, le brocoli, c'est pas le jeu, c'est la matière à apprendre. Le chocolat, c'est la partie du jeu qu'on va rajouter par-dessus. Et ces deux parties-là sont complètement séparées. Donc, ça a plein d'avantages de faire ça, dont on va parler un peu plus tard. Mais quand on parle d'exploiter le potentiel du jeu vidéo, comme l'exemple de Mario que je vous ai donné, souvent ce qui est recommandé par la recherche depuis maintenant très longtemps, c'est de combiner les deux et de faire plutôt comme un gâteau carotte, donc de combiner les règles du jeu avec l'apprentissage. Donc, les deux approches dont je parlais, la première approche, c'est la ludification, donc on appelle ça aussi gamification souvent. Et la deuxième, c'est celle du jeu vidéo éducatif. Ludification, mon but, c'est pas de dire que c'est une meilleure ou une pire approche que jeu vidéo éducatif. Il y a plein de bonnes applications de la ludification. Je ne sais pas si j'en parle. Oui, c'est ça, en fait. C'est juste qu'il faut comprendre où ça peut s'insérer dans l'apprentissage. Donc, quand on va vouloir utiliser un jeu de ludification à l'école, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt enseigner, donc on va avoir des cours réguliers en classe, et par la suite, on va consolider les apprentissages avec l'application de ludification. Et ça, ces applications-là sont excellentes à ces fins-là. Donc, si le but, c'est de dire, on aimerait ça que nos jeunes fassent 2 ou 3 fois plus d'exercices qu'ils feraient naturellement sur leur cahier à la maison, ben, c'est excellent de prendre des approches de ludification. Si jamais, donc on va donner des récompenses, des fois on va avoir un jeu, je parlais de Prodigy, ben, il va y avoir un jeu qui va être comme la motivation continue, puis par la suite, on va rajouter les exercices. Et le résultat final, c'est que les jeunes vont passer plus de temps à jouer à ces exercices-là. Mais ce qui va les motiver, ce ne sera pas l'exercice comme tel, c'est le bonbon, le chocolat qu'on leur donne. Souvent, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on fait une erreur dans ce type dans ce type de jeu-là, il n'y a pas beaucoup de feedback qui est donné parce qu'on prend comme acquis que ça va être comme l'enseignant qui va donner
cette rétroaction-là. Donc, souvent, c'est un questionnaire à choix de réponse, puis si on n'a pas la bonne réponse, ben, il faut comme recommencer, choisir une des 3 autres réponses, puis on n'a pas vraiment d'explication. Maintenant, si on veut utiliser des jeux vidéo éducatifs, ce qui fait probablement plus de sens, c'est de s'en servir avant l'enseignement. Donc, j'ai donné l'exemple de Mario. Je ne connais même pas l'objectif du jeu, mais le jeu a été conçu pour comprendre ces règles-là. Et donc, on peut le faire de manière tout à fait autonome. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, donc là, on va essayer comme valider ses hypothèses, comprendre le système, tout, mais en fait, c'est que ça l'accroche le jeune aussi. Ça lui permet non seulement de comprendre les prérequis d'un système ou comment, dans le cas de Mario, mais comment les règles de Mario marchent, mais ça va l'intéresser aussi à l'univers de Mario. Et donc, il pourrait être plus intéressant d'en apprendre par la suite en classe. Donc, on pourrait le mettre en amont à l'apprentissage assez facilement. Puis, on va voir la même chose, on peut parler de résultats de recherche tantôt, on va voir la même chose en termes d'intérêt, pas juste pour les règles de Mario, mais pour des sujets typiquement moins intéressants aussi. Ça marche très bien. Donc voilà, donc en amont ici, on peut avoir ce que j'appellerais des jeux éducatifs et en aval, on pourrait avoir la ludification comme approche. Je mentionnais des résultats de recherche. En gros, de mon côté, j'ai fait ma maîtrise en éducation il y a vraiment longtemps. C'était en 2008, je crois, non, 2011 que j'ai fini la maîtrise. J'avais fait un jeu éducatif qui était Mechanica dans le temps. L'impact sur les institutions des jeunes semblait très bon. Donc, j'avais créé avec Jean-Guillaume Dumont, qui est peut-être dans la salle aussi, et Denis Génie, on avait créé l'ULAB dans le but de faire plus de jeux de ce type-là. Et depuis, il y a des universités qui ont fait des recherches aussi sur l'impact des jeux qu'on a produits. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, c'était ma propre recherche. Là, c'est des différentes universités qui ont étudié l'impact. Dans le cas de Slice Factions, donc le but de montrer ça, c'est de montrer que cette approche-là peut clairement donner un résultat quand elle est faite avec l'application que je vous ai donnée, donc en amont là, à l'apprentissage. Et donc, l'UQAM avait mesuré un impact sur un test international, le TIMSS, pour ceux qui connaissent, avait eu un impact après quelques heures seulement là, de 10 à 11 d'amélioration par rapport à l'apprentissage en classe. En Turquie, les résultats sont sortis, je crois, l'année passée. Ils ont comparé l'apprentissage à distance, donc en période de COVID, avec Satisfactions. Puis eux ont mesuré vraiment un plus gros changement sur le même test. Donc, je ne sais pas ce qui explique ça dans leur cas, mais bref, il y a eu un changement. Et ils avaient aussi mesuré le sentiment d'efficacité personnelle des jeunes, ce qui est très important parce qu'en particulier avec les fractions, c'est un sujet qui est très difficile pour eux. Et ils ont donc dénoté une amélioration de 10 ou 9 sur ce sentiment d'efficacité-là. Ils n'avaient pas détecté de changement significatif là, pour le groupe apprentissage à distance. Et dernièrement, donc ça, ce n'est pas encore des résultats publiés, c'est comme une doctorante qui est finie là, à McGill, mais elle a fait une étude en Chine, puis ils ont mesuré différents affects par rapport à l'attitude sur les mathématiques, et celui, donc en moyenne, ça l'avait augmenté. Je me souviens plus du pourcentage, mais c'est un bon pourcentage là, qui avait changé l'attitude des jeunes en moyenne. Mais celui qui m'intéressait le plus, c'est qu'ils ont détecté que ceux qui avaient joué à Mathmakers avaient eu avaient l'intention d'apprendre plus de mathématiques dans le futur, que ce soit avec le jeu ou non. Et donc, c'est tous des indicateurs qui nous montrent qu'effectivement, il y a comme un intérêt qui s'est réveillé pour les mathématiques avec ça. Donc, voilà, si je résume, dans le fond, si vous tentez de trouver des jeux éducatifs, donc pas de la ludification. Ce que je devrais mentionner, c'est que l'édification, c'est peut-être comme 95 du marché, là, donc vous allez voir ça comme en majorité, mais si vous cherchez le 5 qui est plus des jeux vidéo éducatifs, ce qu'il faut voir, c'est d'abord voir est-ce que le type de résolution de problème dans l'app porte sur le sujet que je veux apprendre. Est-ce que je peux poser des hypothèses, tester ces hypothèses-là, faire des manipulations pour les valider? Est-ce que j'ai de la rétroaction? Ça, c'est la première chose que je fais dans un jeu éducatif quand je l'essaie, c'est j'essaie de me planter tout de suite, puis j'essaie de voir l'app m'aide comment à me dire que j'avais raison ou non, en fait.
Puis si c'est juste, si ça fait juste me dire que c'était une mauvaise réponse, on tombe plutôt normalement du côté de la ludification. Et idéalement, s'il y a des résultats de recherche aussi qui démontrent l'efficacité. Et des ressources pour trouver ce type de jeu-là, évidemment, Children's Text Review, Common Sense Media, c'est des ressources que vous connaissez probablement déjà. Mais je vous encouragerais à aller du côté des jeux vidéo en guillemets normaux. Il y a plusieurs jeux qui correspondent super bien à la définition de jeu éducatif que je donnais et qui explorent des sujets qui sont très pertinents aussi pour l'école. Le Kerbal Space Program, c'est un de mes favoris pour apprendre la physique ou carrément comme les systèmes solaires, ce type de choses-là. Donc, c'est ça, vous pouvez comme ratisser large dans les jeux qui existent déjà et on pourra en parler par la suite. Je vais laisser la parole à Avery, mais si vous voulez parler d'exemples de jeux, quoi que ce soit, on a plusieurs exemples puis on peut les analyser avec la lentille jeu éducatif ou édification. Alors voilà, c'était mon petit pitch initial. Avery, je peux te laisser peut-être partager ton écran. Oui, est-ce qu'il y a des questions dans le Ouais. chat? Est-ce que vous avez des questions pour François, soit dans le chat ou soit de vive voix, pour que ça soit interactif? Il y a Manon Desrosiers du Centre de service scolaire de Montréal qui commentait en disant que tous les enseignants du Centre de service scolaire de Montréal qui ont un iPad ont Slice Fraction installé. Puis elle semblait dire que ça se passait super bien avec les élèves. Les élèves avaient beaucoup. Voilà. Oui, content d'entendre. En fait, c'est ça. Et Slice Fraction est disponible depuis 2014 maintenant, mais Mathmakers, depuis cette année, on l'a rendu gratuit. Je devrais mentionner, maintenant, il inclut aussi Slice Fractions. Donc, tout le monde peut l'avoir gratuitement. Peut avoir tous nos jeux gratuitement dans les écoles tant qu'on est enseignant. Oh, OK, très bien. On a une question justement. De François Xavier. C'est François Xavier Kemtuen. Je travaille présentement, en tout cas, en partie du temps, je travaille à la cohésion scolaire de Laval comme orthopédagogue et dans deux parties, je travaille comme enseignant. Oui, ma question porte beaucoup plus sur un jeu qui peut m'aider à pouvoir résoudre les problématiques que je rencontre chez les élèves qui ont des difficultés à pouvoir lire et aussi à comprendre. Est-ce qu'il existe un jeu sérieux qui me permet de pouvoir amener les enfants de 8 à 12 ans à pouvoir s'intéresser à la lecture? Parce que très souvent, parce qu'actuellement, là, je suis dans le bureau, oui, qu'est-ce qui se passe, c'est que ils ont tendance à vouloir plus jouer que de capitaliser les différents avantages que j'apporte. Et est-ce que c'était pour un sujet en particulier que vous posez la question? J'ai lecture, c'est Je ça? veux savoir, est-ce qu'il existe un jeu qui peut m'aider, par exemple, à solutionner les problématiques en lecture que je rencontre? La lecture. Oui. Ouais, c'est une excellente question, malheureusement. Et je vois une autre question aussi qui est un peu similaire. C'est est-ce qu'il y a des ressources qui nous permettent de voir quand on a un sujet qui nous intéresse en particulier? Est-ce qu'il y a une ressource quelque part qui existe pour trouver un bon jeu associé à cette ressource-là, à ce besoin-là? J'ai malheureusement pas une excellente réponse pour j'ai pas comme une ressource que je peux pointer qui dit tous les jeux là-dessus, c'est des excellents jeux. J'ai nommé Children's Tech Review, Common Sense Media. Vous pouvez comme chercher là-dessus. Je pense qu'on peut y aller par sujet avec Children's Tech Review. Dans le cas de la lecture, je vais simplement dire, j'ai pas les apps que je connais, c'est principalement dans le domaine de la ludification, ce qui n'est pas mauvais. Mais des jeux éducatifs, là, le seul que je connais, c'est en anglais. Puis ça s'appelle Scribble Nuts. Et c'est pas autant la lecture que la compréhension des mots. Donc, c'est pas exactement ce que vous me donnez, ce que vous me disiez. Je pense que un domaine ou un aspect que j'ai pas eu le temps de parler, c'est quand un sujet, c'est plutôt au niveau de l'apprentissage par cœur, l'approche de la ludification marche bien.
Et pour la lecture, il y a peut-être beaucoup plus de par cœur que quand on veut comprendre un système comme les mathématiques, par exemple. Donc, peut-être que d'aller dans une approche de l'édification fait du sens dans le cadre de l'apprentissage à la lecture pour cette raison-là. Malheureusement, je n'ai pas de nom à vous donner maintenant, mais je peux peut-être faire un suivi par la suite. J'aurais dû mettre mon courriel dans la présentation. Je vais l'écrire dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je peux vous envoyer les ressources que je trouverai là-dessus. Mais personnellement, c'est ça. Je n'ai pas comme d'excellentes ressources à donner, malheureusement, là-dessus. Merci. François, on avait une autre question aussi de Sheila qui demandait, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de bon feedback qui permet d'appuyer les situations d'apprentissage? Oui, certainement. En fait, j'ai pas l'image de notre jeu maintenant, c'est celui que je connais le plus, là, mais je pourrais donner des exemples avec tous les types de jeux. Donc, dans notre jeu en particulier, Size Sessions, par exemple, quand on va... il y a plusieurs façons dont on donne le feedback. Donc, il va y avoir des blocs à découper en morceaux. Et on va envoyer différentes quantités de glace sur des blocs de lave qui se retrouvent par terre, par exemple. Et si on envoie trop de glace, la lave, évidemment, cancelle la glace. Et si on envoie trop de glace, il va rester des morceaux de glace sur le sol. Et donc, ça va communiquer instantanément. Bon, t'as envoyé trop d'une certaine quantité, par exemple. Un autre type de feedback qu'on va donner, ça va être si ça fait plusieurs fois que tu réessais un puzzle, mais que tu n'as pas la bonne solution, on va commencer à enlever certains éléments de complexité dans le puzzle où on va donner plus d'indices visuels. Donc, dans le cadre des fractions, c'est la notation des fractions, là, 1 sur 2, là, de la façon dont on l'écrit. On va peut-être revenir à des notations plus simples, donc mettre des symboles plutôt, pour s'assurer que si jamais tu n'as pas compris un concept, tu puisses revenir en arrière. On te présente la même situation avec un feedback différent. Et par la suite, dans les puzzles plus avancés, là tu pourras revenir vers une notation plus mathématique. Là. Donc, ça dépend. Ça, c'est quelques exemples. C'est plus facile de le montrer visuellement. Je n'ai pas d'exemple, malheureusement, ici dans la présentation. Mais dans le cas de Mario, je veux dire, le type de feedback qu'on donne, c'est si jamais je rencontre un ennemi, puis je lui saute pas dessus, mais lui me rentre dedans, évidemment, on voit le petit bonhomme qui saute, qui tombe par terre. C'est un feedback très rapide de tu as perdu une vie, maintenant tu recommences depuis le début. Là. Donc, ça dépend pour chacun des jeux. Certainement, je pense la chose qui en tout cas, je l'ai mentionné tantôt, mais la façon d'évaluer pour moi, c'est si je fais juste voir mauvaise réponse, c'est pas ça que je veux dire par du feedback. C'est pas simplement de dire c'était la mauvaise chose à faire. C'est aussi d'apporter une aide visuelle pour mieux comprendre le problème, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous... sinon, je peux commencer la deuxième partie de la présentation. OK, on peut juste faire ça. Pardon, je vais te couper. Okay. En fait, je vais arrêter de présenter aussi, ça va te permettre. Ouais. OK, donc j'ai bien trop de choses ouvertes. Là. Je m'excuse pour ça. Wow, c'est intense, j'ai un petit écran. OK, donc globalement, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est justement notre outil qu'on utilise qui s'appelle le GameStorm. Est-ce que je partage mon écran? C'est clair pour tout le monde? Oui, ça. Donc, nous sommes une compagnie, 23 employés, on travaille avec beaucoup de clients différents, le gouvernement, les banques, les pharmaceutiques, les salles de classe, les musées, et tout le monde a des besoins différents. Donc, on avait beaucoup de mal à comprendre les enjeux pédagogiques et les enjeux pour le marché cible et d'arrimer le tout avec ce qu'on appelle la conception de jeu. Donc, on a créé ce qu'on appelle le GameStorm, qui est un outil qui aide tout le monde à comprendre plus la conception de jeu assez rapidement, d'apprendre un petit peu plus sur le vocabulaire, mais aussi ça nous aide beaucoup à apprendre sur le besoin du client. Et à partir de ça, on est capable de proposer une solution, une conception de jeu qui peut marcher. Au début, c'était en présentiel, donc avec des cartes, tout. Maintenant, on a une version en ligne et justement, je vais passer à travers rapidement avec vous sur comment on peut faire un jeu éducatif rapidement, au moins la conception d'un jeu éducatif. J'ai toute une vidéo que je peux partager avec vous. Peut-être qu'on va faire ça. Vous me dites si vous pouvez écouter ça. Est-ce que vous entendez ça ou non?
10 dernières années, Affordance a développé... Pardon pour ça, je ne voulais pas faire la présentation de Affordance. ...dans le milieu bancaire, gouvernemental, éducationnel, médical, ainsi qu'avec des OBNL. Le GameStorm fait partie intégrante de cette expertise en co-création. Nous avons créé l'atelier GameStorm avec 2 objectifs en tête. Aider n'importe qui à apprendre les bases du design de jeu en moins de 60 minutes et rendre le processus de co-création avec nos partenaires plus efficace et amusant. Comment est-ce que ça marche? Premièrement, l'équipe d'Affordance et les décideurs clés de votre organisation se rencontrent en ligne ou en présentiel. Deuxièmement, on définit collectivement le but de votre jeu, d'abord dans une vue d'ensemble, et ensuite on divise votre vision en 3 sous-objectifs. En tant qu'expert du sujet à traiter, vous nous aiderez à comprendre les opportunités et les obstacles de votre projet. Vous nous permettrez également de faire correspondre vos objectifs avec des cartes d'action qui représentent les verbes de votre projet de jeu. En troisième lieu, on identifie les personas du public cible. Qui jouera à ce jeu et quelles sont leurs motivations? Ici, on a l'humaniste qui aime rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles connexions et être en accord avec les autres. Connaissez-vous quelqu'un de similaire qui pourrait jouer à votre jeu? Finalement, avec un peu de poussière magique et de théorie de design de jeu basée sur la recherche, les cartes d'action et les personas de joueurs révèlent les mécaniques de jeu qui assureront le succès de votre projet. Voici une mécanique de gardiennage, comme sur un Tamagotchi, où le joueur a la responsabilité de prendre soin d'un avatar. Est-ce que cette mécanique de jeu pourrait fonctionner avec votre projet? Une fois le GameStorm terminé, on compose un rapport complet comprenant une proposition de prototype, un budget et un calendrier de production. Le GameStorm est donc une superbe façon de préparer un projet ou de le lancer. Puisque l'atelier est itératif, on peut l'utiliser plusieurs fois pendant le processus de design pour s'assurer d'être dans la bonne voie. On a très hâte d'avoir une session avec vous. Avec le GameStorm, vous êtes concepteur de jeux sans même le savoir. OK, je m'excuse pour le côté vente. J'avais oublié qu'il y avait un côté vente d'Affordance dedans. Ce n'est pas mon objectif. L'outil est complètement gratuit. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Ce que j'aimerais bien vous montrer maintenant, c'est un peu comment on utilise ça. C'est juste que j'essaie de faire ça. Le GameStorm, c'est ici. J'ai trop de choses ouvertes. Donc, ici, j'ai fait un petit GameStorm pour le jeu de Slice Fraction, sauf qu'on va le rendre un petit peu plus multijoueur. Donc, je commence avec la vision des choses, donner aux élèves du primaire le goût d'apprendre des fractions en jouant avec et en visualisant le contenu différent comme complément avec le travail d'un professeur. Ça, c'est comme ça que je résume Slice Fractions. Peut-être François va le résumer un petit peu différemment que ça, mais on va juste aller de l'avant avec ça. L'idée, c'est que le partenaire, le client, si vous voulez, nous partage ses idées, on partage nos idées et à la fin, on a une vision qui est quelque chose qu'on partage. Après ça, on divise ça en 3 sous-objectifs, motiver les élèves à être plus confiants et indépendants dans l'apprentissage des fractions, renforcer l'habitude de valider les hypothèses sans avoir peur de l'échec et maîtriser le système des fractions, y compris addition, soustraction, etc. Donc, encore une fois, ça, c'est un partage avec le client. J'ai tout fait ici parce qu'on a quand même un problème de temps. Mais l'idée, c'est qu'avec ça, c'est non seulement nous qui comprenons plus sur le projet, mais parfois le client, il a des choses qu'il ne sait même pas qu'il sait sur le projet et en parlant de vive voix, il est plus capable de décrire ce qu'il veut du projet. Après ça, on va choisir des cartes qui marchent avec chacune de ces sous-objectifs. Donc, on va avoir, par exemple, je dois cacher des choses ici. On a, par exemple, motiver. Bon, pour motiver, je vais mettre piquer la curiosité. Ça aussi, c'est itératif, donc on peut choisir d'autres cartes pour chaque. Renforcer l'habitude, ben, je vais dire créer une habitude renforcée et maîtriser le système. Bon, je vais dire planifier, élaborer une stratégie. Mais comme vous voyez, on peut toujours changer et on peut mettre n'importe quelle carte. C'est itératif, on peut changer ça à n'importe quel moment. Après avoir fait tout ça, on a une petite idée de où on s'en va. On va bouger à la prochaine étape et on va checker les personnes. Qui est-ce qu'on va jouer à ce jeu-là? Dans une salle de classe, qui sont nos joueurs types? C'est sûr qu'on a beaucoup de personnalités différentes dans une salle de classe, mais l'idée globale, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Quelles sont les parties des personnalités des gens qu'on veut intéresser pour jouer à notre jeu? Donc, est-ce que c'est le champion? Mais avec Slice Fraction, ce n'est pas vraiment un jeu de compétition.
Donc, peut-être un créateur, peut-être un explorateur, libre penseur, humaniste, tout ça. Donc, il y a des choses à lire. Humaniste, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles connexions, être sur la même longueur d'onde. Donc, on va mettre créateur, on va mettre explorateur et on va mettre, je ne sais pas. On va ajouter un côté multijoueur. Donc, on va changer Slice Fraction et on va transformer ça un petit peu en socialisation. Donc, ça va être un jeu multijoueur. Après, on a nos personas et on a nos sous-objectifs. L'idée, c'est que derrière chaque carte, il y a des mécaniques de jeu qui s'arriment avec le créateur. Donc, le créateur, c'est quelqu'un qui va créer. Donc, il va y avoir des mécaniques qui marchent. Quelqu'un de plus collaboratif va avoir des mécaniques plus collaboratives et quelqu'un avec des mécaniques plus, avec des personnalités plus compétitives, il va y avoir des mécaniques plus compétitives. L'idée, c'est qu'on utilise plusieurs théories, non seulement de la conception de jeu, mais la motivation, comme la théorie de l'autodétermination, le flow de Mihail Csikszentmihalyi, pour mettre les mécaniques avec les joueurs et aussi avec les sous-objectifs. Donc, c'est un peu basé sur la science. Donc, après ça, on va flipper les cartes. Là, on a construction, responsabilisation, résolution de problèmes, mais il y a beaucoup de ça. Beaucoup de puzzles aussi dans le jeu de Slice Fraction. Ici, information asymétrique, groupe, rôle défini. Donc, pour non seulement comprendre plus sur les mécaniques du jeu, mais aussi pour les choisir, on a les titres, mais aussi de l'information. Donc, ici, par exemple, résolution de puzzle, action résolue par la déduction de raisonnement. On va mettre ça dedans. Quoi d'autre? Gardiennage, peut-être on va ajouter un petit élément à Slice Fraction où chaque fois qu'on joue, le petit mammouth, il va être en meilleure santé, où il va avoir plus d'habileté. Si on veut ajouter, par exemple, un côté plus compétitif, on peut aussi, avec tout ce qui est les cartes rouges. Les cartes rouges, c'est plus la compétition. Donc, on peut mettre, par exemple, le temps limité. Je sais très bien que ça ne marche pas avec la vision des choses pour François, parce que l'idée, c'est qu'on va prendre notre temps. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne mécanique. Facilement, on peut mettre liste des meilleurs scores si on veut rendre ça encore plus compétitif. Si on veut rendre ça plus collaboratif, on peut faire, par exemple, informations asymétriques. Donc, par exemple, moi, j'ai des informations de mon côté. Peut-être que j'ai des informations pour additionner des fractions. François, de son côté, il a quelques informations de son côté et on doit se parler afin de résoudre le problème et passer à la prochaine étape. Donc, ça, c'est une façon un peu de décider quelles sont les meilleures mécaniques. Donc, en fin de compte, on va mettre carte dedans, on va mettre les obstacles, et après ça, on va avoir un petit tableau qui nous donne plus d'informations sur l'idée de notre jeu. Après ça, c'est à tout le monde autour de la table de rédiger un petit rapport. Souvent, c'est nous qui le faisons, mais si vous utilisez l'outil gratuitement, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez toujours m'écrire là si vous avez besoin d'aide. Et avec ça, vous pouvez rédiger rapidement le début d'une conception de jeu. Et l'idée, c'est que quand on travaille avec un client, on fait ce processus souvent 2 fois, 3 fois, et plus on avance dans le processus, plus on comprend les enjeux. Mais deuxième chose, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que les clients commencent à être vraiment meilleurs en conception de jeu, et quand le client est meilleur en conception de jeu, ça rend le produit final meilleur à la fin. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Quand vous faites un jeu vous-même, avoir une base en conception de jeu, c'est aidant parce que vous pouvez prendre de meilleures décisions. Donc, c'est ça un peu ça l'objectif de ce processus-là. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Je veux juste rappeler 2 ou 3 petits trucs pour la conception de jeu. Ah oui, question. Oui. Peux-tu t'interrompre? On a une question de Steve ici, là, avant que tu oui. Faire un autre sujet. Vas-y, Steve. Merci. En fait, je me demandais, dans ce processus-là, c'est vraiment intéressant la façon que vous l'avez découpé. Il y a l'air d'avoir une belle grosse mécanique en arrière de cette interface-là qui est comme intrigante. Oui. Puis je me demandais, quand vous êtes plutôt à l'étape, disons, vraiment de conception, comment vous faites pour valider que
j'ai pas le terme français, mais tu sais que le reward va bien fonctionner, que ça va être suffisamment intéressant ou stimulant. Est-ce que vous faites des prototypes et vous les essayez pour voir quelle sera la réaction? Déjà, j'adore ta guitare. Je pense que c'est un Gretsch derrière toi, la guitare rouge derrière toi. Donc, c'est une méga guitare. Juste comme ça, ben, on a des designers de jeux qui sont non seulement formés, mais qui jouent à des jeux depuis genre 25 ans. Donc, ils ont une bibliothèque de jeux dans leur tête. Donc, on a plein d'hypothèses qui sont un peu rodées dans le sens où on sait comment ça fonctionne. On travaille dans ce domaine depuis 9-10 ans. Donc, on a des idées. Parfois, on fait des prototypes pour tester des choses, mais parfois, on est capable de prendre de bonnes décisions et de savoir qu'on pense qu'on va dans la bonne direction. Donc, il y a un côté scientifique, donc, ce que j'ai dit, la théorie, la motivation, tout ce qui est la théorie de l'autodétermination, flow, de sentiment. On a un côté qui est scientifique et on lit des livres sur la conception de jeu, donc on a une base plus de recherche, mais il y a aussi un côté feeling. C'est sûr que plus vous jouez à des jeux, plus vous avez cette bibliothèque, plus votre feeling est poussé et peaufiné. Ceci dit, le testing, c'est sûr que c'est une super bonne façon de savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. All right. Je voulais juste dire pour ceux qui veulent faire un jeu éducatif, je vais juste faire ça rapidement. Voici les meilleures pratiques. Comme François dit, la ludification, c'est bon, mais la ludification doit être bien faite. Juste d'avoir un petit jeu où je lance le panier dans le ballon dans le panier et après ça, je reçois une récompense si je réponds bien à une question à choix multiple. Ce n'est pas si intéressant que ça pour les jeunes. On appelle ça un questionnaire glorifié. N'oubliez pas, quand vous concevez un jeu, souvent on a des clients qui viennent nous voir et ils pensent qu'ils sont les joueurs, mais c'est le client, donc on veut faire plaisir au client, mais souvent c'est les employés ou les élèves ou les clients qui vont jouer au jeu. Donc, il faut qu'ils oublient que ce qu'ils veulent, il faut qu'ils commencent à penser à ce que l'utilisateur final veut. Si possible, créer vraiment quelque chose de tellement engageant que le joueur veut jouer à votre jeu. C'est sûr, dans une salle de classe, on dit maintenant on va jouer à Slice Fractions et vous allez aimer ça. C'est pas la même chose que si le jeune choisit d'y jouer lui-même, même si c'est exactement le même jeu, c'est juste un frame of mind, une perspective qui change les choses. Pensez à un livre. Si vous aimez bien un livre et vous le choisissez vous-même, ou si quelqu'un vous oblige à le lire, ça change toute la façon dont vous voyez les choses. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir, nous disent « Hey, on va faire un jeu en réalité virtuelle, en réalité augmentée avec de l'intelligence artificielle sur la planète Mars, mais on a genre 5 000 $. C'est cool, on aime ça, mais il faut être réaliste dans ce que vous avez comme budget. Et quand vous faites un jeu vous-même, si vous êtes prof, faites des prototypes pen and paper au début. Vous pouvez tester plein de choses, vous pouvez voir plein de choses. Et si les élèves aiment ce que vous faites, pensez à peut-être aller plus loin, peut-être travailler avec un développeur, mais faire un prototype pas cher et tester des choses. Mais le budget, ça peut être assez important assez rapidement avec les idées que souvent les clients viennent voir avec. Et dernière chose, je pense que c'est un peu ce que François disait. Déjà, Slice Fractions, c'est tellement génial. Ça doit être mon jeu éducatif préféré de tous les temps. Mathmerge, je n'ai pas encore joué assez. Ben, peut-être que ça va être genre quelque chose que j'aime plus. Mais c'est jamais la solution. Ça fait partie d'une solution. Le professeur, la lecture, les vidéos, même des exerciceurs. Il y a plein de façons de vraiment donner beaucoup de choix à nos jeunes. Je pense que c'est ça que j'essaie de promouvoir dans mes pratiques éducatives, c'est de donner plus de choix, plus de voix et choix, comme on dit. Et le jeu, si le jeune est attiré par ça, OK, ça peut faire partie de votre cursus. Si vous voulez que ça soit obligé, OK, c'est bon aussi, mais peut-être qu'il faut avoir d'autres choses aussi. Donc, c'est un peu ça les meilleures pratiques que j'ai apprises en 9 ans dans ce domaine-là. Je pense que j'ai assez parlé. Donc, maintenant, je vais peut-être arrêter de partager l'écran et on peut prendre les
du feedback. Merci, Avery. C'était super intéressant. Moi, je me demandais justement quand il y a plusieurs clients, plusieurs élèves, comment on arrive justement à essayer d'introduire un jeu en classe qui peut plaire au plus grand nombre possible. C'est une bonne question. Ben, regarde Slice Fractions. L'idée, c'est que c'est un jeu casual, dans le sens où tu n'as pas besoin de jouer pendant 20 heures avant de commencer à comprendre les règles. Donc, un jeu casual, ça marche pour beaucoup de types de personnalités différentes. Ceci dit, c'est difficile à plaire à tout le monde. Donc, il faut créer des solutions différentes, jeux et autres, pour essayer de résoudre un problème pédagogique. Il y a des règles ou des approches qui sont plus compatibles que d'autres. Donc, une des choses que je me suis rendu compte dès Mechanica, mais que j'ai retesté au fur et à mesure, c'est, Avery mentionnait le time limit. Donc, d'avoir un temps limité pour répondre à un problème, moi, je me rends compte que ça élimine à peu près la moitié des gens, ou au moins le tiers des joueurs qui vont un peu comme paniquer puis pas vraiment avancer. Puis, il y a différentes règles comme ça, je pense qu'on peut découvrir au fur et à mesure on peut jamais rejoindre tout le monde, mais qui vont permettre d'être compatible avec plus de gens. Il y a une grosse disparité aussi entre le premier de la classe puis la personne qui est plus lente comme dans la classe avec les jeux. Et évidemment, notre but à nous, c'est peut-être comme 75% d'être compatible avec 75% d'une classe. Mais évidemment, d'avoir c'est pour ça que là, on a des aides, là, des hints. Donc, si vous avez dans un jeu, si vous avez une solution ou un puzzle ou comme une situation à résoudre qui peut qui peut quand même être un bon challenge pour la personne, mais si vous avez des façons pour les gens qui ont plus de difficultés d'avoir des indices ou comme de leur donner des petites aides ou comme après un certain temps, ou après quelques erreurs, ben ça peut aider aussi. Là. Fait que, je pense qu'il y a comme des patterns qu'on peut découvrir pour être plus compatible, mais ce n'est pas une réponse unique. Là, Non, mais c'est intéressant. Il y a des patterns aussi qui sont comme l'effet du mois. Moi, je regarde mes enfants, là, personnaliser le skin, donc avoir une potion, une combinaison. C'est très, très populaire, mais ça, c'est-tu des items qui peuvent durer dans le temps ou c'est plus momentané? Les chapeaux, nous, ça marche depuis 2014 au moins. Mais je peux pas. Ouais, c'est ça, Mais oui, il y a des trends. Des chapeaux sur le mammouth. Le mammouth, il met ouais. des chapeaux différents. Ouais, mais là, ça a l'air que mieux les animaux favoris aussi. Fait que, en tout cas, dans le fond, mais je pense que oui, il y a des tendances comme ça qui perdurent dans le temps, mais oui, il y a des vagues qu'on peut embarquer dessus aussi, là, comme il y a sûrement des trucs dans Fortnite qu'il faudrait regarder de notre côté. Pensais, même de rien. Il y a quelqu'un qui pose une question. Donc, Asma qui demande avez-vous des idées de jeux sur la santé mentale? C'est assez précis comme question, mais je prends une chance de vous la poser. Est-ce que vous connaissez ça, Avery, peut-être de ton côté? Mais il y a le. Sinon, dis non, il y en a un bon qui est sorti. Là, lequel? Il y a un gros jeu AAA qui est sorti sur la santé mentale. Je l'ai essayé un peu, mais je n'ai pas été assez loin dedans. Je vais essayer de me souvenir du titre, là, mais c'est parce que c'est un sujet très large. Là, fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur ce sujet-là. Là. Il y a Vincent dans le chat, Vincent dans notre équipe EdTech qui propose Adventure with Anxiety. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, yes, Adventures with Anxiety. Yes, je vais le trouver. Attends, je vais le mettre dans c'est awesome. Je ne connaissais pas. C'est Nikki Case. Je vais le mettre dedans. Je vais mettre le trailer dedans. Yes, mais yeah. Oui, si vous avez d'autres questions, les participants, on vous invite à le faire. On peut peut-être même, si on veut arrêter le partage d'écran, puis se mettre tout en plénière. Oui, on peut faire ça, oui. En fait, tant qu'à l'avoir partagé, mon écran, je vais juste OK, vas-y, si tu as des compléments. Oui, c'est juste parce que j'ai vu, les gens ont comme répondu c'était quoi les jeux qu'ils connaissaient comme de leur côté, qu'ils utilisaient. Puis j'ai juste en mentionné deux. On donnait plusieurs exemples. C'est une ancienne conférence que j'ai recyclée de Jean-Guillaume, cette présentation-là. Il donnait des exemples de jeux qui existent où là, c'est plus de l'édification. Donc, le cercle à gauche, c'est
le jeu, le sac à droit, c'est l'apprentissage. Les deux ne sont pas vraiment mixés. Mais dans le cadre d'un jeu comme Minecraft, j'étais content de voir que ça faisait partie de plusieurs des réponses des gens. Tu sais, comme clairement, il y a un aspect de jeu, puis on peut aussi mettre à l'intérieur des aspects d'apprentissage. Je veux juste dire, Minecraft, c'est rendu une plateforme maintenant. Donc, il y a aussi des approches de ludification dans Minecraft qui sont carrément une map où on arrive, puis c'est des questions à choix de réponse. C'est fait qu'il faut vraiment les voir comme qu'est-ce que les jeunes font dans Minecraft, puis s'ils sont rendus à construire un circuit, puis à créer un ordinateur, mais dans Minecraft, mais ça, c'est un vrai jeu éducatif qui va vraiment leur apprendre quelque chose. Tu sais. Mais il faut aller plus loin que même juste le nom du jeu. Dans le fond, je pense que c'est ça le point que je voulais faire ici. Puis le Discovery Tour est sorti souvent aussi dans les réponses. Puis je vais mentionner, je n'ai pas joué au dernier, j'ai joué à celui de Ancient Egypt. De ce que je comprends, celui qui en a fait sur la Grèce était similaire. Je veux juste dire, dans ce cas-là, mon analogie de l'apprentissage et le jeu ne marche même plus parce que c'était carrément plus comme un musée. Tu sais, tu te déplaces, puis tu vas lire du texte sur comme la période historique à ce moment-là. Mais j'ai lu, donc je n'ai pas encore essayé, mais j'ai lu sur le dernier qu'ils ont sorti, le Discovery Tour au niveau des Vikings. Et là, ils ont vraiment fait comme des quêtes et des aventures tu te places dans la peau d'un esclave, je pense, à cette époque-là. Et ils font vraiment comme, c'est vraiment de l'immersion, en fait, la valeur dans ce cas-ci. Donc, ce qu'on veut, je pense que dans ce cas-ci, ça correspond vraiment à un jeu éducatif de ce que j'ai lu. Reste à l'essayer, mais où on te fait carrément comme vivre l'expérience de vivre à cette époque-là. Et si c'est ça le but de l'apprentissage, je pense que c'est ça dans leur cas, ben ça peut changer nos perspectives. Là, ça peut être assez puissant le jeu vidéo dans ce cadre-là. Donc, je voulais juste dire c'était deux excellents choix, mais qui semblait y avoir vraiment une différence. Comme il y en a 3 qui existent de Discovery Tour, puis j'encouragerais les gens à essayer le dernier parce que ça semble vraiment plus en lien avec ce que je parlais là. Voilà. Je voulais juste intervenir rapidement parce que dans le chat, je vois que il y a un jeu où tu apprends beaucoup, mais c'est pas un jeu éducatif. C'est tellement drôle que parfois on dit que, par exemple, les jeux de gestion, Civilization, ainsi de suite, on dit mais c'est pas un jeu sérieux, donc on n'apprend rien avec. Beaucoup de mes amis qui sont entrepreneurs, ils ont grandi avec des jeux de gestion. Et je pense que les jeux de gestion, ça ressemble dans certaines parties à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que je gère mes ressources pour atteindre un objectif? Donc, l'idée, c'est que souvent, ces jeux-là, on pense que c'est juste un jeu pour s'amuser ou même s'éloigner de la réalité, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre avec. Alors, l'idée, c'est que si votre jeune, il joue beaucoup, les élèves jouent beaucoup à des jeux vidéo, il se peut qu'ils en jouent trop et peut-être qu'ils n'apprennent pas grand-chose, mais il y a beaucoup de choses que tu apprends aussi avec des jeux. Donc, l'idée de jeu sérieux, non sérieux, c'est parfois, c'est pas si clair que ça. Dans l'école, c'est peut-être plus clair parce qu'on doit travailler les maths et on ne doit pas travailler la gestion des ressources, mais c'est intéressant de travailler la gestion des ressources à l'école aussi. Ouais, en fait, si on veut le pousser plus loin, comme la résolution de problèmes en général. Donc, là, quand je mentionnais des jeux qui existent déjà, comme SimCity, City Skyline, même des jeux de gestion de ville, par exemple, oui, on peut apprendre sur l'urbanisme, mais en général, on va aussi apprendre comme, OK, mettre ses priorités à court terme, moyen terme, long terme. Comme il y a plein de... Il y a plein de choses qui peuvent s'appliquer à la vraie vie dans la gestion de projet aussi qui moi, certainement, j'ai appris dans les jeux vidéo. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés sur World of Warcraft, la gestion d'une communauté aussi, quand tu es rendu à faire des raids avec une guilde comme 50 personnes ou un groupe de 50 personnes, ça demande de la bonne planification à le dirigeant de ça. Les gens le mettent sur leur CV, là, carrément. Fait j'abonde dans le sens que Everyday, c'est pas juste même le sujet du jeu, ça peut être des fois aussi qu'est-ce qu'on fait dans le jeu qui peut être utile comme pour développer nos propres stratégies d'apprentissage, de gestion de projet, etc. Des exemples de jeux de gestion, je vois une question là-dessus. Là, je vais juste nommer mon jeu préféré à vie qui est RimWorld, qui est comme gérer une colonie, une communauté. C'est beaucoup de résolution de problèmes comme jeu, si vous voulez des bons exemples. Il y avait une petite question aussi qui était passée de Steve, justement. Il demandait si vous voyez des meilleures approches dans le jeu, justement, par rapport à
à la clientèle, à l'âge, en fait, des élèves. Donc, si on cible des plus petits, 6 et 7 ans, ou des plus grands, 10-12 ans, il y a des mécaniques à lesquelles il faut être sensible, là, dépendamment des tranches d'âge, là, par rapport à ce que, justement, Avery, tu nous as présenté tout à l'heure, là. Puis nos objectifs, bien sûr. Là. Ben, des jeux de collaboration, par exemple, on a un jeu où vous devez gérer une crise sanitaire comme une pandémie et vous devez jouer le rôle des gouverneurs aux États-Unis et des gens de l'État fédéral. Donc, tu dois parler avec d'autres gens, tu dois être capable de bien te comporter, tu ne peux pas commencer à écrire des choses qu'on ne devait pas écrire dans le chat, ainsi de suite. Et le prof, il est loin. Donc, on a des groupes de 5 élèves qui travaillent en même temps. Ça peut être jusqu'à 100 personnes qui jouent en même temps. Donc, il y a une autogestion pour faire en sorte que le jeu fonctionne. Et ce n'est pas forcément l'âge, c'est la maturité. Donc, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendance dans ces jeux-là, où parfois on joue même avec des gens qu'on ne connaît pas, et c'est super fun, mais toute cette idée de est-ce que je suis capable de jouer gentiment avec tout le monde qui est en jeu, mais on a un tableau de bord pour vérifier certaines choses. Ceci dit, c'est beaucoup de pouvoir dans les mains des élèves, donc ça prend un peu de maturité pour ce côté. En termes de mécanique de jeu, je pense que la limite la plus importante qu'on rencontre quand on descend dans les âges, donc quand on va plus jeune, c'est la facilité à prédire et à prendre des itérations. Donc, je pose une hypothèse dans un jeu, puis là, je vois le résultat. Ça marche pour tous les âges, mais quand on est rendu à exiger que quand tu poses ton hypothèse, tu prévois 2 ou 3 choses qui vont se passer par la suite. Nous, c'est des jeux de puzzle, là, fait que c'est très. Faut que tu prédises un peu ce qui va se passer. Ça, il faut aller plus vers le 7-8 ans et plus là, pour ces âges-là. Puis la capacité aussi de. Plus on va jeune en âge, plus on se rend compte que les jeunes réessaient la même solution plein de fois avant de valider. Finalement, ça ne marche pas comme approche aussi. Donc, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de mécanique de jeu, mais il faut leur permettre de faire le même. Peut-être c'est ça que ça veut dire. Il faut leur permettre de faire la même manipulation plusieurs fois. Puis l'autre grosse chose, c'est que rendu à 7-8 ans, ben, c'est des jeunes qui décident c'est quoi le jeu qu'ils vont. Là, on est plus dans un domaine, dans le contexte de la maison, le moins à l'école. Mais à cet âge-là, c'est eux qui décident à quoi ils vont jouer. Donc, évidemment, ça veut dire des choses par rapport au marché, etc. aussi. Là. Vraiment intéressant. Il y a une question d'Asma. Donc, Asma, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, désolée pour ma caméra, je voulais l'ouvrir, mais elle ne fonctionne pas. Mais c'est plus un partage par rapport à l'importance, parce que je trouve ça très inspirant comme sujet. En ayant travaillé avec différentes tranches d'âge, le plus important dans le jeu, c'est que justement, il enlève la catégorisation qui est faite dans le système scolaire. C'est que nous, on est dans un système qui prépare de futures personnes qui vont travailler comme simples salariés, alors que quand on intègre le jeu à travers l'éducation, l'enfant, il commence à s'ouvrir à la prise de décision, à la prise de décision parfois, si on peut dire folle, mais à prendre des engagements, à prendre des responsabilités. Ça nous permet aussi de donner la chance aux étudiants qui sont comme super intelligents, qui sont mis dans des classes normaux, qu'on n'a pas le choix de les mettre dans des classes qui vont avancer moins fort que ce qu'ils ont, eux autres, dans leur esprit de penser, bien, ça leur permet aussi de ne pas s'ennuyer, d'aller plus vite, de s'amuser, d'avoir un plaisir quelque part, même s'il est différent, mais ça leur permet aussi d'avoir une certaine possibilité d'avancer à leur rythme, soi-disant. Puis si on parle de l'autre côté qui est des grands, tout en faisant le lien avec la santé mentale d'où je viens. Fait qu'on revient souvent au jeu même avec les grands pour essayer de les sortir de contexte difficile de la vie qui est trop rigide, trop de responsabilités, puis on peut les mettre dans des contextes où ils vont se sentir que
oui, je peux prendre la décision, je n'aurais pas peur de calculer ça à la fin du mois, puis tout. Fait que ça peut me ramener. Puis c'est un enseignement pareil. Tu sais, l'enseignement, c'est pas juste à l'école, c'est vraiment quelque chose qui continue avec nous jusqu'au dernier jour. Fait que ça fait toute une différence quand on arrive à alléger à travers le jeu une certaine souffrance qui va être comprise autrement, puis après, on revient à la vie normale avec tous ces défis qui sont naturels. Fait que c'est juste ce partage-là que je voulais ajouter. Oui. Puis en complément avec ça, un autre avantage possible des jeux vidéo, c'est que ça va aussi diminuer ça va nous permettre d'essayer des choses qu'on ne pourrait jamais essayer dans la vraie vie. Donc, oui, évidemment, on peut simuler comme une navette spatiale, puis on ne pourrait pas le faire dans la vraie vie nous-mêmes, mais aussi de voir les conséquences d'actions qu'on peut poser sans avoir de réelles conséquences dans notre vie. Là. Donc, c'est complémentaire à ce que vous dites, c'est pas exactement ce que vous dites, mais ça peut nous sortir de la réalité, mais des fois pour simuler aussi la réalité, qu'est-ce qu'elle serait si j'avais plein de pouvoirs ou si je voulais essayer quelque chose de fou. Ça change de point de vue. Pardon, je pense que c'est l'école, c'est sûr, l'école voit des choses d'une façon rigide. Ça, c'est mon opinion. Peut-être tout le monde ne partage pas cette opinion, mais ça, c'est mon opinion. Et l'idée, c'est que si on donne à nos jeunes plus de choix pour démontrer leurs compétences, ce qu'ils sont capables de faire, ça serait un avantage. Donc, l'idée, est-ce que je suis capable de montrer mes compétences à partir d'un jeu, à partir de mon écriture, une présentation, un projet réel, un test à choix multiples. Je pense plus qu'on a de choix pour nos jeunes, plus ils vont pouvoir s'exprimer et apprendre sur eux-mêmes et aussi apprendre d'une façon qui dure. N'oubliez pas qu'un examen où ils crament, il faut beaucoup de cramming. 3 mois plus tard, s'ils repassent le même examen, ils vont probablement avoir un score qui est beaucoup moins bon. Donc, je pense que l'idée avec le jeu, c'est de donner plus de choix à nos jeunes, mais ce n'est pas la réponse finale, ça fait partie de la solution, je dirais. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. Oui, c'était pas mon objectif. Ah non, mais c'est engageant. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient encore des questions avant qu'on quitte notre webinaire? Je ne crois pas, mais je prends la chance de le demander. Donc, on va terminer là-dessus. Vous pouvez retrouver tous les midis inspirants sur la chaîne YouTube d'EdTech. Donc, s'il y a des sujets que vous voudriez aller voir, revoir ou même partager avec vos collègues comme le midi inspirant de ce midi, bien sûr, on vous invite à le faire. Je remercie beaucoup Avery et François d'avoir été là. C'était super intéressant. Puis voilà. Je souhaite à tous un excellent après-midi. Et si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous trouver à partir de jeudi, mais merci beaucoup de tout le monde. Oui, tout à fait. Merci à tout le monde. Merci, messieurs. Merci tout le monde d'avoir été là. Bon après-midi.